Bienvenue dans l'émission Projection Libre, l'émission qui part d'un film pour soulever le sujet qu'il traite. Aujourd'hui, on accueille Yolande Schwab, psychopraticienne, pour parler de l'entrée dans l'adolescence par rapport au film Disney Vice Versa 2. Attention, la vidéo peut contenir des spoilers. Bonne vidéo. Bonjour Yolande. Bonjour Joséphine. Alors aujourd'hui, on va parler de l'entrée dans l'adolescence par rapport au film Vice Versa 2. Donc tout ce qui est anxiété, problèmes liés à l'entrée dans l'adolescence, ce genre de choses. J'ai structuré mes questions. Je commençais, il y a deux, trois grosses parties, donc le rapport aux autres. Et beaucoup l'anxiété aussi, sur notamment une grosse scène dans le film où Riley fait une crise d'angoisse. Du coup, pour commencer, quel rôle joue l'écoute et l'empathie dans la construction de relations solides ? On va être très en amont du film, en fait. Oui. L'écoute et l'empathie, c'est un petit peu les deux choses que je dirais qui sont indispensables pour créer en fait un climat de confiance et de sécurité. Pour bien comprendre ça, il faut monter vraiment en amont de notre histoire à chacun. Parce qu'en fait, cette empathie et cette écoute, si on l'a de nos parents, ou disons de toutes nos figures d'attachement, qui sont très très importantes pour un tout petit bébé, en général c'est les parents ou les personnes qui ont remplacé les parents, cette écoute, écoute des besoins de l'enfant et cette empathie, c'est-à-dire le bébé ne parle pas. Donc en tant que parent, on est quelque part un peu empathique, c'est-à-dire on essaie de comprendre les besoins de l'enfant. Donc si un enfant grandit et il est entouré d'écoute, d'empathie, de personnes qui répondent à ses besoins, petit à petit, ça va contribuer à former une bonne estime de lui-même. Donc tu vois le lien avec le film, d'accord ? Et une bonne estime de soi, je trouve que c'est important de le préciser un peu, c'est le sens de ma valeur. Et ça ressort aussi pas mal dans le film. Riley, quelle valeur elle a à ses propres yeux. Donc l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose de très global. C'est le regard que j'ai sur mon apparence physique, sur mes réussites personnelles, professionnelles quand on est un adulte ou scolaires quand on est un enfant, sur toute ma richesse relationnelle. Tout ça forme le concept de l'estime de soi. Être bien dans ses baskets si on parle couramment, mais ça c'est hyper important. Et quand j'ai une bonne estime de soi, de moi, du coup, j'ai aussi plus de facilité à construire des relations solides, comme tu dis. Et tu penses que ça peut aider dans la construction des relations amicales, d'avoir une bonne base sur justement cette empathie, pour avoir de l'empathie envers ses amis ou ses futurs amis, de construire des relations amicales solides. C'est un peu un cercle vicieux ou un cercle vertueux, dans le sens que si j'ai connu de l'empathie, de l'écoute, un entourage où j'existe en fait aux yeux des autres, je vais plus facilement avoir cette attitude parce qu'elle va me paraître naturelle, je l'ai intégrée finalement. Ou alors l'inverse, si je ne l'ai pas connue, je vais avoir plein de comportements parce que j'ai besoin d'exister, c'est un besoin fondamental, donc je vais avoir des comportements qui essaient d'attirer l'attention. Donc que ce soit avec mes parents à l'école ou avec mes camarades. J'en viens à une autre question. Pourquoi certaines personnes ont-elles tendance à éviter les relations sociales et comment les aider à surmonter ces difficultés ? Parce que j'ai interrogé des amis ou des connaissances sur leur entrée dans l'adolescence et quelque chose qui revenait beaucoup, c'est l'anxiété sociale, comment aller vers les autres. Et il y a des personnes, des jeunes adultes aujourd'hui, qui ont encore extrêmement du mal à aller vers les autres, à se faire des amis, parce qu'ils ont justement cette anxiété sociale. Alors je pense qu'il faut définir l'anxiété sociale. Si je veux faire simple, l'anxiété sociale, c'est comme une hypersensibilité au regard des autres. Exactement. D'accord ? Donc cette peur d'être observé, d'être jugé et potentiellement du coup rejeté. Alors pourquoi on est comme ça ? C'est multifactoriel, ça peut être lié à plein de choses. Parfois c'est lié, alors je reviens à ce que j'ai dit avant, c'est lié aux parents ou aux éducateurs qu'on a eus qui eux-mêmes sont très anxieux. C'est quelque chose, c'est très contagieux, entre guillemets, ça se transmet. Il y a quand même des personnalités plus timides, c'est-à-dire qu'on n'est pas très à l'aise dans la relation à l'autre, donc peut-être il y a tout un travail à faire. Il peut y avoir des expériences traumatisantes, si j'ai été harcelée à l'école ou bien si j'étais humiliée publiquement, après ça rend les relations compliquées, d'accord ? Et je pense qu'il y a aussi un côté performance dans notre société qui met une grosse pression et qui rend les relations parfois difficiles. Oui, ça revenait beaucoup justement, tout ce harcèlement, toute cette pression sociale, même pour plein de sujets, que ce soit pour le rapport aux autres, l'anxiété ou la sexualité, il y avait vraiment un climat général, c'est beaucoup de harcèlement et beaucoup de pression sociale. Beaucoup de « il faut ». Oui, voilà, c'est ça. Il faudrait que je sois comme ci, comme ça. Avant tel âge, ou pour faire ci, ou pour faire ça, c'est beaucoup revenu. Alors pour aider les personnes, ça c'est un sujet pareil, il n'y a pas une seule réponse. Je pense que l'accompagnement des parents est juste hyper important. Après, il y a des thérapies par rapport aux adultes, tout ce qui est thérapie de groupe, ça peut énormément
énormément aidé, tout ce qui est ce qu'on appelle TCC, thérapie comportementale et cognitive. Souvent, je recommande aux personnes qui ont un peu de difficultés comme ça, aller s'inscrire dans un club de théâtre. Et ça existe même, hein, des stages de théâtre exprès pour augmenter la confiance en soi. Je trouve que c'est un truc incroyable. En service civique, on a des formations obligatoires, civique et citoyenne. Et dans ces formations, on a plusieurs stages justement de confiance en soi, de prise de parole en public, Ouais. et de théâtre, d'improvisation et tout ça. Et les exercices, c'était vous allez crier le plus fort possible, vous allez aller parler à telle personne, ou vous posez telle ou telle question. Et comme c'est des gens qu'on ne connaît pas, au début c'est très intimidant, mais au final, on est tous dans le même panier et ça se fait. Ouais, ça se fait. Moi qui suis plutôt introvertie, assez solitaire de base, c'était un peu une difficulté pour moi de faire challenge. Ça. Oui, un challenge, parce que j'aime pas du tout ça, j'en voyais pas tellement l'intérêt, mais avec le recul, c'est plutôt enrichissant. Et de se dire, c'est ça. On est pareil finalement que les autres, on se croit, on s'imagine qu'on est tout seul dans notre anxiété, dans notre galère, mais en fait les gens ils sont pareils, c'est juste qu'ils le montrent pas pareil ou ils l'expriment pas pareil. Ouais, donc tout ce qui est en groupe, je trouve que c'est très challengeant et enrichissant de façon générale, mais par rapport à ces problématiques-là tout particulièrement. Ouais. Comme Riley dans le film, son équipe de sport, je pense que ça aide, ça doit beaucoup aider. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, ça l'a challengé. Oui, bon, voilà. Après, je l'ai vu, hein, le film, mais ça fait quelques mois, donc je n'ai pas tout en tête. Mais ça lui a mis de la pression dans ce contexte-là aussi. Ouais. Oui, dans le film, c'est la transition entre ce qui est chez nous, le collège et le lycée. Elle va faire un stage de hockey parce qu'elle joue au hockey, donc avec des filles d'un niveau plus âgées qu'elle. Plus âgées, oui, c'est ça. Et justement, ça la challenge dans le sens, performance et tout ça, on va y venir après, mais ça la challenge aussi dans ses positions amicales et travailler pour l'équipe et pas jouer solo. Au tout début du film, il y a une scène où c'est la colère qui prend le dessus. Ah, et elle joue un peu solo et elle s'énerve sur l'équipe. Je me rappelle plus de ça. Oui. Et on voit que c'est pas productif dans un jeu d'équipe d'être en colère. Donc, il y a vraiment ce schéma, cet environnement de sport d'équipe, sport collectif qui met une bonne base dans le film. Ouais, d'accord. La question d'après, elle est en lien avec ça, donc plus sur le côté anxieux cette fois-ci. Donc, quels sont les facteurs les plus fréquents qui déclenchent l'anxiété chez les adolescents ? Et dans le film, on trouve donc, la thématique de son avenir dans le sport, dans l'équipe, parce que intégrer une équipe un peu comme un sport-études, un peu professionnel. Et c'est dans le film, c'est ce qui la stresse le plus. C'est ce qui la stresse. Alors, tu es d'accord qu'on parle de façon plus générale par rapport à l'adolescence. Donc, il y a les changements du corps, il y a les hormones, il y a les pulsions sexuelles. Enfin, il y a plein de choses qui bougent et waouh! Je crois que les ados, ils ont un moment, ils ne savent plus trop qui ils sont physiquement. Il y a cette recherche identitaire, on sort de l'enfance. On n'est pas encore un jeune adulte. Je pense que l'ado, surtout quand la partie la plus jeune de l'adolescence, on a des envies parfois de revenir un peu dans le cocon de l'enfance où on est bien protégé. Et puis en même temps, cette partie qui nous tire à sortir, à nous émanciper. Donc je pense qu'il y a tous ces changements. Cette quête identitaire, ça c'est vraiment le nœud de l'adolescence. Et ça a toujours existé. J'ai 62 ans. Quand j'avais 13-14 ans, c'était la même chose. D'accord ? C'était pareil ? C'était pareil. Sauf que je pense que le grand changement aujourd'hui, on en a parlé un petit peu, c'est la pression des réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup venu ça aussi quand je parlais aux jeunes. Beaucoup de harcèlement, beaucoup de paraître, qu'est-ce que je poste, qu'est-ce que les gens vont dire. Ça n'existait pas de mon époque, d'accord ? C'était juste dans la relation avec mes pères que tu évoluais, tu essayais de trouver ta place. Là, il y a plein d'injonctions qui viennent sur comment il faut être, comment il faut faire, qui mettent aussi plein de doutes dans la tête, beaucoup plus de doutes et de questionnements dans la tête d'un ado. Et ce que je trouve terrible, c'est que je pense qu'à l'adolescence, on n'a pas la maturité pour gérer tout ce flux d'informations, d'injonctions, il faut, comme on disait tout à l'heure. On n'a pas cette solidité justement intérieure encore parce qu'on est en pleine mutation pour pouvoir gérer tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très très compliqué. Je pense qu'on est aussi dans une société anxiogène. L'actualité, l'avenir, donc ça aussi, moi je pense que ça rajoute un gros poids d'anxiété. Et ce qu'on disait tout à l'heure, la performance. Maintenant, je pense aussi à la performance scolaire. Moi, j'accompagne beaucoup d'adultes et j'accompagne des gens qui, leurs enfants sont à la maternelle, sont déjà en train de stresser pour le bac. Je leur dis, qui disent, les études plus tard et tout ça. Je dis, waouh, mais si à la
maternelle, vous êtes déjà stressé pour le bac, parce que ça va être après au collège, quoi. Les parents sont extrêmement stressés sur l'avenir de leurs enfants. Il y a une telle envie qu'ils réussissent. Alors, ça part d'une bonne intention, mais je trouve qu'il y a une pression terrible, du coup. C'est justement la question d'après. Ah, pardon. J'ai un extrait à l'appui. Oh, si seulement on savait ce que la coach pense de nous. Oh, son carnet. Oui, c'est une excellente idée. Tout ce que la coach pense de toi est là-dedans. Il suffit de s'introduire dans son bureau et de le lire. Allez, Riley, bouge-moi ces petits pieds. Elle ne veut pas. Tu crois pas qu'on la bouscule un peu trop? Il faut qu'on voit ce qu'il y a dans ce carnet. C'est le seul moyen d'être sélectionné. Du coup, la question, c'est comment l'anxiété affecte la scolarité et les performances académiques des jeunes. Ouais, bah, là, je pense qu'il y a ce qu'on a dit, hein, il y a tellement une peur de ne pas être à la hauteur. Oui, c'est ça. Voilà, je pense que ça, c'est le gros truc. Ça prend des formes, là, c'est le sport, mais ça peut être les études, ça peut être plein de choses, ça peut être mon look, ça peut être m'intégrer dans tel groupe. La peur de ne pas être à la hauteur, ça, je pense que c'est qu'est-ce que je dois dire, l'aiguillon qui nous pique, là, et qui nous met dans un état de stress, d'anxiété, parce que je trouve que le personnage anxiété, c'est un peu un mélange entre le stress et l'anxiété, donc de ne pas y arriver. Du coup, elle va un peu, mais ça c'est normal à l'adolescence, hein, elle va se perdre un peu elle-même et pour se conformer à ce qu'elle imagine qu'on attend d'elle. Oui, mais c'est tout ce qui se passe dans le film. Hein, ouais, voilà, c'est ça. C'est son cheminement entre qui elle est, qu'est-ce que je suis vraiment, qu'est-ce que j'ai envie d'être, la transition entre les deux, l'influence des autres aussi. L'influence, ouais. Et la peur de ne pas être oui. acceptée. Comment il faut que je sois pour être acceptée. Elle va se conformer aux autres. Dans le film, les filles les plus âgées, elles ont une petite mèche rouge par rapport à leur équipe. Et elle, du coup, elle va arriver, elle va dire « Ok, moi aussi je veux être comme elle, je veux être cool comme elle. Ouais. » Et elle se fait la mèche rouge. Oui, je m'en souviens plus de ça, mais c'est vrai. Et du coup, il y a vraiment tout ce cheminement-là où elle essaye de s'intégrer en faisant un peu comme les autres. L'enfance, c'est quand même l'enfance normalement. C'est pareil, c'est un petit peu caricatural de le dire comme ça, mais l'enfance, c'est quand même normalement, quand on vit dans une famille à peu près équilibrée, c'est quand même un cocon. Hein. Et là, on sort de ce cocon et on est confronté à un monde un peu plus difficile, d'accord. Et là, peut-être dans le film aussi, c'est peut-être la première fois qu'elle est vraiment évaluée. J'ai l'impression. Peut-être, oui, c'est vrai. Voilà. Du coup, ça, c'est un stress énorme hein, d'avoir parce que la coach, quelle validation elle va donner, est-ce qu'elle est évaluée pour savoir si elle peut après. C'est ça. Oui, c'est ça. Si elle intègre la fameuse équipe un peu prestigieuse, voilà, c'est ça. un peu sport-études. La question d'après, toujours en lien, c'est ça. Oui, vas-y. Donc c'est aussi un extrait. Trop la pression, quoi. Ah, ouais. La crise d'angoisse. C'est ça. Est-ce que tu trouves que la crise d'angoisse de Riley est bien représentée? Ce qu'il faut, c'est bien comprendre le phénomène de l'angoisse. L'angoisse, c'est une peur, d'accord. C'est une peur juste plus, d'accord. La peur, c'est une émotion qui se vit pas tellement dans la tête, mais qui se vit dans le corps, sous l'effet de la peur, de la peur devant un danger réel. Hein. Tout notre organisme se mobilise. Par exemple, ce dont je suis sûre, c'est que le sang afflue vers les extrémités, c'est-à-dire les mains ou les jambes, parce que fondamentalement, la peur, c'est une émotion qui doit nous aider soit à nous battre, parce qu'il y a un danger, ou à fuir. Soit à fuir. L'angoisse, c'est une peur énorme qui se met en route par rapport à un danger qui n'est pas réel. C'est ça. L'anxiété, c'est une peur qui est dans la tête, qui est mentalisée. L'anxiété, c'est quelque chose que j'imagine dans ma tête qui n'est pas un danger réel. Mais ça peut l'être, non? Tu penses pas? C'est souvent, oui, enfin, c'est quelque chose que j'anticipe, qui n'existe pas. C'est-à-dire, je ne réagis pas à quelque chose qui est en train de m'arriver. C'est quelque chose que je me projette dans le futur. Un futur qui peut être plus ou moins proche, mais c'est quand même un futur. Et souvent, l'imagination, elle joue un rôle énorme et elle amplifie les choses. Une petite anxiété, tu vois, par exemple, si tu as un entretien le lendemain et que tu es en train d'anticiper à la fois ce qui peut bien se passer et se mal passer. Comme l'interview. Comme l'interview, par exemple. Tu as un petit peu d'anxiété, mais souvent, ça te mobilise, ça cherche un peu... oui, c'était plutôt positif. Ça, l'anxiété, la crise d'angoisse et tout ça, c'est une anxiété qui te submerge. Le grand truc pour apprivoiser les crises d'angoisse, c'est juste se dire c'est une vague qui va passer.
dans le film, c'est occasionnel, a priori. Oui, d'accord, oui. c'est juste, elle est dans des circonstances qui tout à coup déclenchent ça. Et potentiellement, ça peut nous arriver quand même à tous, hein, quand c'est occasionnel. Maintenant, quand c'est quelque chose qui revient, il faut se faire accompagner. Donc, elle est très représentative, d'accord? Maintenant, c'est plutôt des questions un peu générales sur le film. Et là, j'ai encore un extrait. T'as pas encore fait ton sac? Oh, j'en ai marre, lâche-moi! Tu pourrais pas m'oublier au moins une seconde! Un peu excessif, non? Mais j'ai rien fait, je l'ai à peine touché. C'est ces abrutis qui ont sûrement pété la console, voilà, c'est tout. Riley, qu'est-ce qui te prend? Oh, maman a l'air triste. Je suis complètement nulle! Oh non, mon cœur. Mais je l'ai à peine touché. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Laissez faire la professionnelle. Je pue, je suis trop répugnante pour aller au stage, je sortirai plus jamais de cette chambre! Ah oui, là, elle est complètement HS. Et ben voilà, il fallait bien que ce jour arrive. Souvenez-vous, on a toutes promis de ne pas nous affoler. Mais elle a besoin d'une douche. Elle en peste. Restez calme. Bien, tâchez de vous en tenir au script. Allons, tu n'es pas répugnante, ma chérie. Tu es juste en train de changer. Comme ce magnifique papillon qu'on a vu dans le parc il y a une semaine. Il avait commencé sa vie comme chenille. En douceur. En douceur. Et si tu as des questions... Tu me saoules, maman! Fiche-moi la paix! J'ai des souvenirs d'explosions comme ça. Oui, moi aussi. Mais tu vois, avec le recul, sur le coup, je comprenais pas tellement ce qui m'arrivait. Ouais. Et c'est vraiment que maintenant que j'entre dans la vie d'adulte, tu vois, j'ai 22 ans, je travaille, je paye mon loyer, tu vois, ce genre de trucs. C'est vraiment que maintenant que j'arrive à presque comprendre pourquoi, comment ça s'est arrivé. C'est indescriptible en fait. Comment on se ressent, parce qu'en fait, nous-mêmes, on n'arrive pas à le gérer. Ouais. Et souvent, les parents, ils comprennent pas. Enfin, je sais pas, moi, je l'ai plutôt vécu comme ça. C'était ce sentiment d'être seul au monde et qu'on ne comprenne pas ce qui m'arrive. Et puis quand on met l'étiquette, ouais, c'est une ado, ça nous Ah aide oui, pas en général. non, c'est horrible. Du coup, la question, comment le film reflète-t-il les défis émotionnels des adolescents ou des jeunes adultes? Et l'extrait, du coup, est-ce que tu penses que cet extrait qui est un aperçu de la puberté peut aider certains adolescents à mieux comprendre ce qui leur arrive? Parce que moi, quand j'ai vu le film, j'étais en mode, ah oui, ah ouais, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et je pense que j'aurais aimé le comprendre à l'époque. Je trouve l'intérêt du film, alors je sais pas, j'arrive pas à me dire, parce que là on le regarde avec un regard d'adulte. Oui, c'est vrai. C'est Oui. difficile de se dire comment, enfin il faudrait discuter avec des ados, Oui. comment ils perçoivent et reçoivent le film. Mais l'intérêt du film, et je dirais pour tout le monde, parce que plein de personnes adultes n'ont pas conscience de toutes ces émotions qui sont là quand même, hein, qui, même si c'est pas aussi perturbé qu'à l'adolescence, en fait elles sont là. C'est de personnifier ces émotions et du coup de se dire ah ben oui, en fait il y a des émotions différentes. Dans le sens que quand que ce soit un ado ou un adulte ou même un enfant, quand on va mal, souvent on a juste on a le blues, on est déprimé, on n'a pas le moral. Mais en fait, c'est un gros paquet. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est juste un paquet de mal-être. Dans mon travail d'accompagnement, souvent les personnes, en fait, quand ils vont pas bien ou quand elles ne vont pas bien, je leur dis, ok, mais de quoi est fait ce mal-être? Est-ce que tu es quoi? Tu es triste? Tu as peur? Tu te sens coupable? Tu es déçu? Tu es frustré? Tu es en colère? En fait, il y a plein d'émotions. Plein de choses en même temps. Oui. Plein de choses en même temps. Et d'arriver à nommer les émotions. Donc du coup, le film permet bien de distinguer qu'en fait, il y a différentes émotions qui ont des rôles différents, même si bien sûr, là-dedans, c'est tout mélangé, etc. Mais qui ont vraiment des rôles très très différents à jouer. Et ça je trouve l'intérêt du film. De comprendre qu'il y a des émotions. Pour moi, les émotions, c'est des messagères. Et mes émotions, elles m'envoient un message sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et j'ai intérêt à entendre ce message. Ça tombe bien, ça se goupille parfaitement parce que la question d'après... L'ennui, c'est mortel. Bienvenue dans le nouveau mal du siècle. Eh bien, viens vite par ici, ennuie-nous! Non, je veux dire, ennuie-toi! Non, tu connais l'expression « l'ennui porte conseil » ? Non, Mais comment tu fais ça? j'ai téléchargé l'appli. Et toi là-haut, ça suffit, t'arrêtes tout de suite, hein? Allons. Toutes les nouvelles émotions ont souvent l'air futiles et inutiles au début, et on a envie de... tellement elles nous enquiquinent. Mais il est vrai que toutes les émotions sont bonnes pour Riley. Même cette coquine. Est-ce que toutes les émotions sont bonnes
et comment gérer les nouvelles. Alors déjà, mon truc à la base, c'est de dire qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises émotions. Ok, D'accord. très bien. Il n'y a pas de mauvaises émotions. Il n'y a que des émotions agréables ou désagréables. Ah, la nuance est intéressante. Ouais. Ou alors, parfois, on peut dire des émotions efficaces ou inefficaces. C'est-à-dire des émotions qui vont m'aider ou qui vont plutôt me mettre les bâtons dans les roues. Comme l'anxiété, Voilà. c'est pas très efficace en général. Dans ce cas-là, quand elle Oui. dépasse une certaine... Oui. voilà. Donc oui, c'est important parce que les gens me disent j'ai des mauvaises émotions. Je dis à la base, l'émotion, c'est un kit dont on est équipé qui veut nous dire quelque chose. Tu vois, je compare souvent les émotions au tableau de bord de la voiture. Si les voyants sont ouverts, tout va bien. Si tu as un voyant orange ou rouge qui s'allume, Oui, c'est en train de t'envoyer un message. oui, c'est ça. Tu peux l'ignorer. Ah oui, mais après, Mais catastrophe. après, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Ah oui, c'est Mais vrai. en fait, c'est vraiment ça. C'est de se dire, en fait, je ressens des choses, c'est en train de m'envoyer des messages. Alors, je peux ne pas les écouter, les enfuir et tout ce que tu veux, mais il va se passer quelque chose. Alors, l'intérêt, c'est d'écouter le message. Par exemple, si je suis en colère, se dire, OK, qu'est-ce qui m'a mis en colère? En général, la colère, elle est là pour nous défendre. Oui. D'accord? Donc, qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Est-ce qu'on a franchi des limites sans mon autorisation, des choses comme ça? Si j'ai peur, c'est quoi le danger? Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est imaginaire? Toi, tu peux te poser plein de questions. Si je suis frustrée, la frustration, c'est quand je rencontre un obstacle à ma satisfaction. Donc, je suis frustrée, qu'est-ce qui s'est mis en travers de ma satisfaction, quoi? J'ai tout un protocole pour les personnes, quand elles travaillent sur les émotions, des questions à se poser pour essayer de comprendre. Quand on est triste, ça veut dire qu'en général, il y a quelque chose qui passe. Et la tristesse, la page de l'enfance qui se tourne, et il y a quelque chose que je dois accueillir. En fait, l'émotion nous envoie un message. L'ennui, c'est pas, je sais pas, dit le mal du siècle. Moi, je pense que l'ennui a toujours existé. Aujourd'hui, on n'accepte plus qu'il y ait de l'ennui. Oui, c'est On vrai. veut tout le temps occuper les enfants. Oui, c'est vrai. Or, l'ennui, c'est comme un espace qui se crée, où peut-être au lieu de tout de suite mettre une tablette entre les mains ou un film, où peut y avoir de la créativité, peut y avoir, voilà. Je pense que c'est hyper important qu'il y ait un peu d'ennui dans la vie des gamins et des jeunes, parce que c'est là où, voilà, il y a un process là. On est une société qui veut tout remplir, et il n'y a plus d'espace pour s'ennuyer. Et donc, il n'y a plus tellement d'espace pour la créativité, en fait. Voilà, donc chaque émotion, en fait, a un message à passer. Et derrière le message, il y a un besoin. On enchaîne un peu les extraits. Ouais, vas-y. Je vous présente mon nouveau super système high-tech de protection de Riley. C'est rien, c'est pas cassé. Il est conçu pour tous les souvenirs qu'on veut envoyer au tréfonds de la mémoire, comme cette pénalité à la noix. C'est un boulet inutile, alors allégeons sa conscience. Envoyons-le en express au royaume de je ne veux plus jamais penser à ça. Et hop! Est-ce que tu penses que c'est bon pour soi de vouloir oublier les choses embarrassantes? Et est-ce que ce ne serait pas se voiler la face aux erreurs qu'on a pu faire qui auraient pu ou qui nous apprennent des choses? La manière dont c'est présenté là, ça ne fait pas tellement penser à l'oubli, mais plutôt comme au refoulement, au déni. Oui, Comme voilà, si c'est on ça. envoyait Oui, c'est ça. Ouais, ça n'existe plus. On ne le choisit pas, ça, par contre. De refouler ou dans le déni, c'est un mécanisme de défense. D'accord? C'est quelque chose qui se met en place inconsciemment. Parce que ce que j'ai en face de moi me fait trop souffrir, donc je l'évacue, parce que sinon je ne le gère pas, ou parce que ça crée un conflit à l'intérieur de moi que je ne peux pas gérer, ou parce que c'est insupportable pour X raisons. Donc, oups, je l'envoie. Mais c'est un mécanisme qui se fait à l'insu de mon plein gré, je veux dire tout seul. On peut aussi, je pense, oublier des choses, se dire j'ai pas envie de les regarder en face et les mettre sous le tapis, mais en général, c'est pas des choses non plus. Voilà, c'est une pénalité, c'est pas un traumatisme, tu comprends ce que je veux Oui, dire? oui. Là, c'était plutôt imagé avec les choses embarrassantes ou Voilà, gênantes qu'elle a pu faire ou pu dire On dans le passé. n'a pas envie d'y penser, on n'a Oui, pas voilà, c'est envie ça. de... Alors, c'est une question de maturité, en Comment fait. ça? Je pense que plus on a de maturité, plus on peut regarder en face les choses qui n'ont pas marché, ou je me Oui, prends un oui, oui, penalty c'est et de vrai. me dire, bon, ok, quelle leçon je peux en tirer, qu'est-ce que j'ai mal fait, et puis comment je peux mieux faire. Peut-être c'est lié à l'estime de soi aussi. Quand j'ai une bonne estime de moi, je peux aussi regarder en face plus facilement mes ratés, mes loupés, parce qu'il y en a toujours dans la vie, en tirer une leçon et de me dire, ok, la prochaine fois je ferai mieux, ou bien j'ai compris que ça, c'est pas très intelligent, etc. Effectivement, je pense qu'on n'a pas tellement intérêt à mettre sous le tapis, parce que quand on met sous le tapis, ça reste sous le tapis, en fait. Et puis, ça ressortira tôt ou tard, à un moment ou à un autre. Après, on fait comme on peut selon l'âge qu'on a. Quels conseils pratiques peut-on extraire du film pour apprendre à identifier et à nommer nos émotions? Ça revient un petit peu, alors du coup cette question revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi je pense que ça a le mérite de se dire les émotions existent et je peux essayer de nommer les émotions, d'accord? Donc pour moi, quelqu'un qui... en général quand tout va bien, on n'a pas de problème, d'accord? C'est quand ça va pas bien qu'il faut se poser des questions. C'est de se dire, ok là je me sens pas bien, et j'essaie de comprendre quelle émotion déjà tu vois. C'est pas juste un gros paquet comme ça de mal-être, mais quelle émotion? Je me pose les questions, comme j'ai dit tout à l'heure. Et après, on peut se dire, quel est mon besoin? Tu vois, quand je fais
Je parle pas de la crise d'angoisse. La crise d'angoisse, on n'est pas capable à ce moment-là de faire face, juste attendre que ça passe. Mais si j'ai de l'anxiété, d'accord, de l'anxiété à un degré à peu près gérable, c'est se poser la question, mais en fait, qu'est-ce que je crains? Et des fois, on n'est pas capable de le savoir. Ouais, mais se poser la question et peut-être même discuter avec quelqu'un de ce que, oh là là, j'ai la trouille pour cet entretien, ou j'ai la trouille pour... Ok, l'autre peut peut-être nous interroger un peu et apprendre à mettre des mots sur ce que je ressens et de quoi j'aurais besoin. En fait, vraiment, que je me pose les questions et après je me dis, c'est quoi mon besoin? Alors bien sûr, il n'y a pas jamais de baguette magique, mais se dire, comment, quand je suis anxieuse, j'ai besoin de sécurité. Comment je peux me rassurer? Quels sont les éléments qui peuvent me rassurer? De se dire, je prépare bien, par exemple, quelque chose. Donc je m'appuie sur ma préparation. Ça n'est pas garanti à 100%. Peut-être me rassurer, c'est me dire, tiens, ça me ferait... Je demande à quelqu'un de m'accompagner. Je dis un peu n'importe quoi, je sais pas, de m'accompagner, de m'attendre dans la salle d'attente. Ou ça me rassure de savoir qu'il y a quelqu'un de proche. Je sais pas, ça peut être plein de choses, selon nos personnalités, et puis notre âge et plein de choses. Mais je ne peux pas empêcher une émotion de venir, d'accord? Ce qui est important, c'est d'entendre son message et de me dire, ok, je peux répondre à mon besoin. Et un besoin, il n'y a jamais une seule façon d'y répondre. Donc, il y a un exemple que je donne souvent, c'est que les personnes me disent, j'ai besoin de vacances. Et je leur dis, les vacances, c'est pas un besoin, c'est un moyen. C'est quoi le besoin avant? Oui, de se détendre. Quand elles réfléchissent, ça peut être besoin de repos ou besoin de prendre du recul, d'être un peu seule, ou je sais pas, ça peut être très variable. Et les vacances, c'est un moyen parmi d'autres. D'accord? Mais ça pourrait être autre chose, parce que parfois les vacances, elles sont programmées dans 6 mois, donc si tu dois attendre 6 mois pour répondre à un besoin, c'est pas top. Alors qu'il y a vraiment... Donc on peut s'organiser, peut-être une journée, une soirée, ou prendre un temps ailleurs, enfin j'en sais rien. Mais c'est un moyen d'identifier, du coup, ce qu'on a besoin. Quoi? Les vacances. Oui. C'est le moyen qu'on se donne pour se dire, il faut que je me détende. Voilà. Du coup, j'ai besoin, entre guillemets, de vacances. Ça peut passer par là, effectivement. Quand on dit j'ai besoin de vacances, de se dire, ok, les vacances, c'est juste une façon, mais c'est quoi derrière ça exactement? Pour reprendre de ce qu'on disait, c'est que pour aider, c'est comprendre déjà, nommer les émotions, se dire les émotions ont un message à me passer, entendre ce message, et puis derrière, il y a un besoin auquel je peux répondre. Je ne peux pas empêcher les émotions de venir, mais je peux répondre aux besoins. Elles sont un warning qui me disent « Waouh, il y a quelque chose là dont tu as besoin ». J'ai encore un extrait. Du psychisme humain. Ils ont été obligés de prendre une anecdote faible, c'est-à-dire banale, quoi. Une gentille petite fille vit avec papa et maman et va déménager. C'est ça l'histoire, c'est-à-dire on ne peut pas plus simple, quoi. S'il y avait une histoire très très complexe, ils n'auraient pas pu mener le récit sur les 2 plans. Est-ce que tu es d'accord avec ce que la psychiatre dit quand elle dit qu'ils ont été obligés de ficeler un scénario simple pour gérer les émotions simples? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'ils étaient obligés de sélectionner certaines émotions et pas de faire toutes celles qui existent. Oui, voilà, c'est ça. Et de les combiner un petit peu, parce que par exemple, l'émotion embarras dans le film, ça peut être un mélange de honte, de culpabilité. Enfin, il y a plusieurs, c'est un peu, voilà, ils ont mis ensemble parce que sinon c'est compliqué un petit peu à différencier. Oui, je pense que c'est assez simple. Je crois que la psy, là, elle réagissait au premier, vice-versa. Oui. Donc, mais dans le deuxième, c'est pareil. Il y a cette histoire de sélection, de copines, etc. Il n'y a pas de vie amoureuse, par exemple, alors que c'est quand même souvent quelque chose qui est très important dans la vie des ados. Et l'amour n'est pas présent dans... Voilà, c'est combiné un peu plusieurs émotions les unes avec les autres, donne ce sentiment d'amour, mais l'amour n'est pas personnifié. Il n'y a pas non plus de méchants dans les trucs, dans les films. C'est un monde de bisounours un petit peu quand même globalement, même s'il y a un peu de compétition et tout ça. Il n'y a pas de ces confrontations qui rendent la vie des ados difficile. Il n'y a pas le rapport à l'extérieur, le monde anxiogène et tout ça. Donc c'est quand même, oui, effectivement, c'est un scénario simple, mais déjà comme ça montre toute la complexité qu'il y a à l'intérieur de l'être humain. Mais le scénario simple, il fonctionne quand même. Il est quand même assez efficace. Ça permet quand même de comprendre. Oui, voilà, c'est ça. Alors, tout le long du film, tu as le personnage d'Anxiété qui nourrit la nouvelle personnalité de Riley, qui débouche à la pensée suivante « je ne suis pas à la hauteur ». C'est quelque chose qu'elle se répète souvent. Alors qu'avant, au début du film, donc, ce que le personnage de Joie il met en place, c'est « je suis quelqu'un de bien ». Donc elle avait une bonne estime globalement, oui. Est-ce que tu penses que les émotions trop prononcées, comme ici l'anxiété, peuvent en quelque sorte nous influencer sur notre confiance en nous et nous pourrir la vie? Après, la personnalité, donc vers la fin du film, elle se transforme vers tout un tas d'affirmations positives et négatives en même temps, ce qui construit sa nouvelle personnalité, estime d'elle-même, où il y a des choses
négatives, mais qui sont quand même utiles. Il faut se rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'adolescence, c'est une période de transition. Donc je sors d'une enfance où il y a déjà une partie de ma personne qui se construit, et dans ce cas-là, on a dit qu'il y avait plutôt une bonne estime d'elle-même. Et je pense que ça, il ne faut pas le nier, une vraie bonne estime de soi, c'est juste un capital de base qui est très très important, même si dans cette période de transition, ça va être un petit peu malmené et comme un peu élargi, quoi. Je compare tout. Alors, c'est une image qui va se rajouter à celle de vice-versa, mais je compare très souvent l'estime de soi à un capital, un compte en banque. D'accord ? Ok. C'est comme un compte où, durant toute ton histoire, donc depuis tout petit, les gens autour de toi vont faire des dépôts ou faire des retraits. Donc, des dépôts avec des signes de reconnaissance positive, avec de l'amour, de la sécurité, etc. etc. Donc, les parents, les profs, enfin, tout notre entourage va déposer sur mon compte intérieur des choses qui vont construire mon estime de moi ou, au contraire, l'abîmer. D'accord ? Je vais arriver à l'adolescence, et après dans la vie adulte, on va s'arrêter à l'adolescence, avec un compte qui est plus ou moins bien rempli. C'est-à-dire, il y a des ados qui arrivent à 13-14 ans, ils ont un compte à la Picsou, tu vois, avec plein de trucs. Et ça va. D'autres qui ont un compte juste la piscine, elle est juste un petit peu pleine. Puis d'autres qui sont déficitaires dès le départ. Ils partent déjà avec comment on dit, ils sont déjà dans le rouge. Maintenant, on peut dire Riley, elle avait un compte bien fourni. L'adolescence et la vie de façon générale, comme elle sort de l'enfance et que tous ses repères sont chamboulés, c'est comme si on faisait des retraits sur son compte. On enlevait des trucs parce qu'elle vit des choses compliquées, douloureuses. Donc, il y a des choses qui sont bousculées, on enlève des choses. Mais quand tu as un bon compte, tu arrives petit à petit à retrouver des repères. C'est malmené, c'est une tempête pendant un temps. Puis après, tu retrouves de nouvelles marques, etc. Donc, globalement, tu as une bonne estime de toi, tu vas être un petit peu secoué dans tous les sens. Il va y avoir des trucs qui vont partir, tu ne sais pas trop ce qui se passe, etc. Puis petit à petit, tu retrouves un équilibre. Tu as une mauvaise estime de toi, ça vient se rajouter sur un déficit qui est déjà là. Et c'est beaucoup. Alors, je dis pas, bien sûr, c'est très schématique, là, la manière dont on en parle, et il y a autant d'expériences qu'il y a de personnes. Mais juste pour dire, tu pars. Du coup, les expériences négatives, les chamboulements, ils sont sur du creux et c'est beaucoup plus compliqué. D'accord ? Bien sûr qu'il y a des personnes, elles ont de la résilience, elles peuvent rebondir, il y a d'autres expériences, etc. Mais c'est juste pour dire que oui, on intègre des nouveaux repères. La vie devient plus compliquée quand on est ado par rapport à l'enfance. Donc, tous ces nouveaux... ce dont on a déjà parlé, tous ces nouveaux trucs, il faut arriver à élargir un peu son monde pour intégrer tout ça. Mais si tu as bonne estime, tôt ou tard, tu vas retrouver un équilibre. Oui. D'accord ? Il faut vraiment qu'il t'arrive des trucs très graves pour que ça vienne tout foutre en l'air. Quoi. Ça va ? Ça répond à peu près à ta question ? Oui, ça va, nickel. Ouais. Ce qui me paraît important à la fin du film, c'est que, et ça c'est important par rapport à l'estime de soi, pour pas avoir une image idéalisée, c'est qu'elle sort pas en étant une super nana qui a vachement réussi tout, qui est la meilleure version d'elle-même, etc. Non, elle sort juste avec plus d'acceptation peut-être. Un peu plus grandie. Ouais, et d'acceptation de qui elle est avec des imperfections. C'est-à-dire l'estime de soi, une bonne estime de soi, c'est pas quelqu'un qui réussit tout et qui est on the top tout le temps. C'est quelqu'un qui arrive à vivre avec une personne qui arrive à vivre avec qui elle est, avec ses faiblesses, ses imperfections et qui compose avec tout ça et qui les accepte en fait. Là, on a fini les questions sur le film et si tu veux, parce que dans mes recherches, j'ai parlé avec plein de gens. Et un sujet qui est beaucoup revenu mais qui n'est pas présent dans le film, c'est tout ce qui est autour de la sexualité. Tout ce qui est pression sociale, tout ce qui est autour de la pornographie. En quoi les attentes sociales peuvent-elles affecter le développement de la confiance en soi du point de vue sexuel ? Alors les attentes de la société, c'est ça que tu Ce qui revenait beaucoup, c'est la pression de la première fois, ce genre de choses. On en parle avec les copains, tout le monde dit, c'était beaucoup chez les jeunes hommes qui me disaient... la pression de la performance. Ouais, c'est ça. Y en a qui disaient qu'ils l'avaient déjà fait, ils avaient 13 ans, alors que c'était pas forcément... Pas vrai du tout. Pas vrai du tout. Et qu'ils avaient un peu cette pression-là de faire sa première fois tôt, comme les autres, tout ça. Ça existait déjà de mon temps. Hein. Ah c'est oui juste pour te resituer le d'accord. truc, d'accord ? Wow. Cette pression de la première fois, ça existait déjà. Sauf que nous, on n'avait pas déjà l'accès à la pornographie comme aujourd'hui, par exemple, ou toutes les vidéos auxquelles les jeunes ont accès. Hein. Je pense que la sexualité, peut-être, est le marqueur de l'entrée dans la vie adulte. Ouais. D'accord ? Donc, c'est comme... je veux dire, cette première fois, c'est comme si je devenais enfin un adulte, quel que soit l'âge. Ça donne peut-être cette impression-là. Donc déjà, je pense qu'il y a une pression juste par rapport à ça, qui existait déjà de mon époque, d'accord ? Après, aujourd'hui, les infos que les jeunes bouffent,
peux pas dire autrement. Il y a tellement à boire et à manger et tellement, je pense, d'informations fausses sur la sexualité que ça doit être très perturbant. Et comme souvent on n'en parle quand même pas dans les familles. Très peu. Très peu, ouais. j'imagine, que la seule éducation sexuelle qu'on a, c'est l'aspect biologique qu'on voit à l'école, d'accord, qui est bien, mais c'est purement bio. Ça ne parle pas de la relation, alors que la sexualité, c'est quand même une relation sexuelle. Et l'influence de la pornographie, je pense, qui est énorme. Quels sont les impacts, tu penses, de la pornographie sur les atteintes et les comportements sexuels? Parce que moi, j'ai eu les deux, des gens qui me disaient, je savais que c'était pas pareil dans la vraie vie, mais j'ai aussi des gens qui m'ont dit, ils ont eu leur première fois, ils ont dit ah mais c'est pas du tout comme ce à quoi je m'attendais, c'est pas du tout ce que j'avais vu, niveau pratique, niveau tout ça. Je pense que la pornographie, faut se rappeler que c'est des films, d'accord, dans la première, donc c'est pas la vraie vie, c'est des films comme tous les autres films, donc c'est retouché, relooké, machin, un truc, machin. La pornographie met l'accent sur la pulsion sexuelle, pas du tout sur la relation sexuelle la plupart du temps. Pour moi, la pornographie, elle transmet quand même une culture du viol, la plupart du temps, une culture de la violence faite aux femmes, d'accord? Donc toutes les féministes, là, parmi les jeunes, elles devraient juste monter au créneau par rapport à la pornographie, parce que ça transmet quand même quelque chose qui est terrible. Alors, ce que je pense qui est terrible avec la pornographie, c'est que la plupart du temps, les jeunes tombent dessus. La première fois, c'est pas forcément par une recherche 100% voulue. Tu sais que c'est 10 ans l'âge moyen de la première vision pornographique. Mais c'est très jeune. Oui, c'est très jeune, d'accord. Et ce que je veux dire quand il tombe dessus par hasard, c'est on cherche autre chose et on tombe dessus, d'accord. Le problème de la pornographie, c'est que l'objectif de la pornographie, c'est de susciter l'excitation sexuelle, d'accord. Donc c'est l'objectif. Donc quand on regarde à l'âge de 10, 11, 12 ans, le corps, il n'est pas encore, et la tête, notre maturité, elle n'est pas assez grande pour gérer ce qu'on voit. Mais ça crée une réaction physique, forcément, ça crée une excitation. Donc, il y a quelque chose qui se déclenche dans mon corps à l'insu de mon plein gré, quelque part, et qui n'est pas trop désagréable quand même, parce que l'orgasme, c'est quand même quelque chose qui est sympa. Mais en même temps, avec des images où je ne sais pas trop quoi en faire. Et ça fausse complètement le regard sur l'autre, le regard sur les performances, comme dit, sur comment ça doit être, etc. Alors que du haut de mon grand âge, je dis souvent que la sexualité, c'est comme faire du vélo, ça s'apprend. Alors, bien sûr, il y a la pulsion sexuelle. Ce n'est pas la même chose. Alors, je vais être très trash, hein. C'est pas la même chose un plan cul d'un soir, tirer un coup où je me préoccupe juste de ma pulsion et à la limite l'autre, c'est pas mon problème, que d'être dans une relation avec quelqu'un que j'aime. Tu vois, c'est différent, c'est autre chose, on parle pas du tout de la même chose. Et tu penses quels sont les risques liés à une consommation excessive ou non critique de la pornographie? C'est le circuit de récompense qui est enclenché, hein, c'est le côté plaisir, et on est programmé pour le plaisir de façon générale. Donc à partir du moment où l'orgasme, ça déclenche tout un cocktail d'hormones qui est très puissant, et notre corps a envie d'y revenir. Et donc c'est le cercle vicieux de l'addiction qui se met en place. Mais comme pour toute addiction, l'addiction vient toujours combler quelque chose. Donc en fait, pourquoi alors au début, ça peut être la curiosité, ça peut être voilà, je découvre et tout ça. Puis après, dans l'addiction, en fait, j'y retourne pourquoi? Il y a des gens qui me disent en fait, j'y retourne quand je m'ennuie. Donc je commence à y penser, puis après il y a l'excitation qui vient. Ou bien chaque fois je suis stressée, parce que c'est une forme de détente, même si après il y a souvent, c'est un peu décevant, mais ça me détend. Quand je suis en colère, je me tourne. En fait, ça vient toujours. C'est comme manger du chocolat. Pourquoi je mange du chocolat? En dehors du moment où peut-être j'ai faim ou tout, mais voilà, c'est exactement les mêmes phénomènes. Donc c'est très important pour essayer si on veut en sortir, c'est de comprendre ça vient combler quoi et à quel moment je suis vulnérable. Et de se dire par quoi je peux le remplacer. C'est toujours la même chose. Ouais, quelque chose et quelque chose de beau, remettre de la beauté, de l'esthétique, quelque chose qui est de l'ordre du plaisir, puisque c'est un plaisir. Ouais, le plaisir. Qu'est-ce que j'aime faire? Certains ça va être de la musique, peindre, courir, faire du sport, qu'importe, mais retrouver du plaisir. Mais je pense que ça fausse vraiment parce que donc dans mon métier d'accompagnement, la pornographie revient très très souvent sur le tapis. Hein.
Mais bien sûr, parce que quand tu commences jeune et qu'une addiction, ça ne s'arrête pas. Et c'est pas parce que tu es en couple que ça s'arrête. C'est ça qui est terrible. Ça vient souvent fausser les relations, ça vient fausser les attentes, ça vient fausser la relation sexuelle en elle-même, parce qu'il y a un décalage tellement énorme entre ce qu'on voit à l'écran et la réalité avec l'autre, le corps de l'autre. Ça nous fait fantasmer sur les corps aussi. Les filles se comparent, les gars c'est je sais pas moi, les tablettes de chocolat, les organes sexuels. Il faut savoir que dans les films pornos, même ça c'est maquillé, même ça c'est grossi, etc., etc. Donc on a l'impression que nous on n'est pas tout à fait bien foutus. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte et qui faussent complètement la relation. Et ça n'aide pas déjà l'entrée, pour revenir à ce qu'on disait au début. Ce passage vers la première fois, découvrir la sexualité, ça, c'est toujours c'est vraiment un rituel de passage dans la vie. Mais avec tout ça, avec la pornographie, ça la complique. Ouais. Merci Yolande d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!